Bon, bah écoutez, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, Fabien Trio, je souhaite être l'animateur pour ce webinaire. Alors, vous pouvez à tout moment intervenir via le chat tout au long, n'hésitez pas à poser des questions, nous y répondrons à la fin. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour environ 1 heure d'échange, échange autour de la thématique l'identité digitale des objets connectés et cybersécurité, menaces et solutions. Donc, avant de démarrer, quelques mots concernant notre association, ConnectWave. Alors, ConnectWave est une association regroupant des entreprises intervenant dans les domaines de la traçabilité et de l'identité digitale des objets connectés. ConnectWave, aujourd'hui, fédère un peu plus de 10 000 sociétés. C'est une centaine d'adhérents actuellement. Et depuis 2022, l'association a mis en place des pôles régionaux en Île-de-France, etc., et ailleurs, en région également. ConnectWave propose plusieurs services, des services qui associent à la fois des outils de communication à travers la diffusion d'appels d'offres, de la publicité digitale pour vous donner de la visibilité via nos canaux LinkedIn, réseaux sociaux, sites web, emailing, etc. De l'événementiel avec des sessions de networking. Comme je crois cette semaine, il y en a une également à Clermont-Ferrand qui a dû réunir un peu plus de 75 personnes, mais aussi la participation à des salons avec des réductions comme cette année sur Smart Grid, Smart City et bien d'autres encore. Et l'année prochaine, on vise notamment un village ConnectWave sur des salons plus importants comme Global Industry. ConnectWave, c'est aussi contribuer à développer et à partager le savoir-faire en matière de technologie IoT, de RFID également, à travers un catalogue de formation. Nous sommes organismes de formation agréés et une offre de conseils pour vous accompagner dans vos choix technologiques, dans l'industrialisation de vos projets IoT et leur scale-up, mais aussi dans le business à travers des études de marché, de stratégie marketing, de développement, etc., etc. Et bien sûr, dans nos activités de communication, comme les webinars, comme celui-ci aujourd'hui, puisqu'on se retrouve à peu près tous les mois et plus souvent autour de thématiques pour aborder un sujet central que ConnectWave propose, à savoir aujourd'hui l'identité digitale des objets connectés. Alors, on parle souvent de la RFID et du NFC comme des technologies de traçabilité des objets, mais qu'en est-il de leur identité et de son cycle de vie? Alors, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gueltas Radenac, qui est responsable du département IoT de chez Waski, et Pedro Fuentes, expert PKI, également de la société Waski. Donc, tous deux nous font l'honneur de partager leur expertise dans ce domaine. Alors, aujourd'hui, on parle de milliards d'objets connectés. D'ailleurs, parfois, on pourrait considérer que tout est objet connecté, notre voiture, notre maison, nos appareils médicaux, nos machines industrielles, etc. Chaque objet, suivant son design, son protocole de communication, va utiliser telle ou telle technique de chiffrement pour sécuriser l'information, mais pour autant, régulièrement, on peut lire, ici ou là, dans la presse, etc., que tel objet, tel composant s'est fait hacker avec parfois des conséquences assez dramatiques, tant pour combler les failles de sécurité qu'en termes de réputation pour l'entreprise. D'où peut-être cette première question: quels seraient aujourd'hui les défis à relever par les industriels et fabricants d'IoT pour prévenir ce type de situation? Et pour y répondre, je propose de donner la parole à Gueltas afin de présenter les activités de Waski et les challenges rencontrés par leurs clients. Donc Gueltas, je te laisse la main et tu peux partager ton écran. Merci. Merci Fabien pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Donc Gueltas Ranak, responsable marketing IoT au sein de Waski. Je vais partager mon écran pour déjà introduire mon propos et introduire notamment effectivement Waski. Waski, nous sommes une société donc suisse avec plus de 20 ans d'existence, avec une filiale basée à Aix-en-Provence. Notre mission aujourd'hui sur le marché, c'est d'accompagner nos clients dans des problématiques de cybersécurité
des clients qui sont présents dans les différentes zones géographiques du monde, en Europe, mais également sur la plaque nord-américaine et en Asie, autour de deux thématiques majeures, les accompagner dans les phases design sur leur réflexion autour de la génération et le déploiement d'identité digitale, c'est le sujet du jour, autour d'une plateforme et de services associés, et également de pouvoir protéger, mais sécuriser ces identités, notamment au travers de micros sécurisés. Et donc, historiquement, on accompagne des clients industriels qui vivent des transformations digitales de leur business au travers de la mise en œuvre de projets IoT pour ajouter une couche IoT à leurs produits existants ou à améliorer l'efficience de leurs procédés de fabrication, par exemple. Alors, je vais juste départager parce que mon écran ne bouge pas et freeze. Alors, 2 petites secondes. Bon, ce qui serait intéressant, effectivement, Goltas, dans l'approche, ce serait de savoir un petit peu les différents challenges qui sont Tout à fait. que rencontrent Donc, les vos clients. différents challenges que rencontrent nos clients sont multiples dans un projet IoT. C'est vrai que dans un projet IoT, il y a de multiples dimensions. On se focalise essentiellement sur les problématiques de sécurité autour de l'objet, mais un client IoT a de nombreuses facettes sur les sujets qui tournent autour de la cybersécurité, protection effectivement des données sur le cloud, donner des accès effectivement sécurisés à ses utilisateurs et à l'accès à ces données. Mais sur effectivement la thématique des objets, il y a une notion très claire autour de la sécurité physique de l'objet et de l'identité. Les challenges que vivent nos clients aujourd'hui sont multiples. Déjà, le fait d'avoir effectivement rajouté une couche de connectivité à des actifs qui auparavant n'étaient pas connectés, donc a fortement augmenté la possibilité d'avoir effectivement des attaques par des hackers. La multiplicité des environnements et des architectures hardware a notablement complexifié effectivement le fait d'adresser et de correctement protéger les identités dans les objets. Il apparaît également une tendance très lourde. Les législateurs sont fortement en train de modifier et de rajouter effectivement des aspects normatifs qui visent à protéger les clients finaux notamment en obligeant les fabricants d'objets connectés à définir par design correctement les couches de sécurité. Et puis également, l'IoT, c'est, comme tu le disais, plus de 7 milliards d'objets connectés aujourd'hui, probablement une croissance très forte, et donc une volumétrie très importante d'objets et donc d'éléments de sécurité à protéger, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'IT traditionnel. Quand on parle de challenge chez nos clients, en général, ils sont sur 3 thématiques majeures. Une première qui est souvent mise en œuvre, mais peut-être pas suffisamment correctement. Les clients parlent effectivement d'encrypter la donnée qui va circuler entre un objet et un cloud. On voit encore des problématiques effectivement d'implémentation IoT où l'encryption n'est pas correctement faite. Donc la donnée effectivement n'est pas suffisamment protégée. Mais en général, les 2 autres thématiques sont mises de côté, notamment par la mise en œuvre de solutions de sécurité qui sont très légères, par mot de passe qui sont directement codés dans l'objet, devraient utiliser des pratiques largement meilleures. Et puis, le 3e point, des sujets qui touchent notamment à la signature des codes et des firmware qui sont déployés sur les objets. Voilà. Et sur le sujet effectivement d'identité, on va plutôt s'intéresser donc à la notion d'identification et à la manière dont on propose à nos clients d'assurer une meilleure sécurité. Nos clients ont également des rôles différents dans la chaîne de valeur, donc on va dire des problématiques qui peuvent différer entre un
acteur qui est fabricant OEM, dont l'objectif est d'assurer la sécurité du design jusqu'à la fabrication de son objet et la mise dans les mains de son client. Il a des problématiques de signature sécurisée de son firmware, de transfert de propriété de l'objet à son client au travers d'une identité unique, alors que les opérateurs de service, on peut penser effectivement, là c'est une image d'un hôpital qui va utiliser des objets connectés, lui va chercher à protéger la donnée qui est générée par l'objet, qui va être stockée après dans son cloud. Il va chercher également à s'assurer que les objets qui vont s'enrôler sur son réseau privé ou au travers d'Internet sont des objets qui sont authentiques et intègres. J'imagine que dans cette chaîne de valeur, j'imagine que du coup, il y a ces différents acteurs depuis le fabricant, l'utilisateur, etc. Et ça doit complexifier un petit peu la responsabilité de l'identité de l'objet. Tout à fait. La supply chain est relativement complexe. Les interactions entre les intervenants dans un projet IoT, en partant de la société qui design l'objet, celle qui éventuellement la fabrique et celle qui la déploie, ont des relations effectivement qui doivent être, comment dirais-je, basées sur effectivement la notion de confiance. Et donc, il y a un concept effectivement qui apparaît sur le marché depuis quelque temps autour du Zero Trust, dont l'approche en fait est pour permettre effectivement à la sécurité d'être déployée, c'est de ne faire confiance à personne et donc de pouvoir s'authentifier vis-à-vis de son donneur d'ordre ou de son sous-traitant de manière sécurisée. Et tout ceci est basé sur la mise en œuvre d'identité et notamment de PKI. Donc Pedro pourra effectivement en parler après moi, donc de solutions d'infrastructure de clés publiques permettant d'authentifier les différents acteurs dans la chaîne de valeur. Là, typiquement, je prends un exemple que je pense que certains des personnes qui assistent à ce webinaire vivent. Elles sont OEM, elles ont éventuellement un sous-traitant qui fournit des composants électroniques ou qui effectivement fait du design. Elles sont fabless, donc elles s'appuient sur un sous-traitant qui fabrique. Tout ceci peut mettre à mal la sécurité de l'objet à ces différentes étapes de la conception jusqu'au déploiement chez son client. Et en général, une des solutions pour effectivement répondre à ces problématiques est de déployer des solutions de PKI. Pour conclure, effectivement, juste sur les challenges, quelques statistiques quand même très marquantes. Là, je reprends une donnée de Palo Alto, une société qui est active dans le monitoring des menaces dans le monde. Même si elle date de 2020, je pense qu'en 2021, ça ne s'est pas forcément amélioré. 90% du trafic IoT qui ne serait pas encrypté, c'est quand même un pourcentage très important. Donc on voit qu'on peut agir très rapidement sur effectivement l'amélioration de en permettant aux clients d'encrypter la donnée de leurs objets. Et puis les objets sont également effectivement vulnérables à des attaques ou à des malwares qui viendraient s'installer. Donc le sujet d'authentification de l'objet à un service pour pouvoir télécharger de manière sécurisée une mise à jour est un sujet complètement d'actualité. Et donc finalement, si on comprend bien, le risque en lui-même pour l'IoT ne vient pas forcément de l'utilisateur, mais de l'objet lui-même, de la manière dont son identité va être traitée, encryptée, l'information encryptée, etc. Contrairement à... Tout à fait, exactement. Dans l'IT, en général, la plupart des problématiques d'attaque sont des problématiques humaines. On a pu voir dernièrement ce qui a fait effectivement florès dans les médias, c'est le hacking des données chez Uber qui a pu avoir lieu parce qu'à un moment donné, une procédure d'authentification par MFA, par donc multifacteur, ne s'est pas bien déroulée. Dans le domaine des objets, les problématiques sont différentes et elles passent notamment par la capacité à l'objet à pouvoir s'authentifier à un service et que l'opérateur de cet objet soit sûr qu'effectivement l'objet ait une origine convenue
avec une entité qui a pu être préalablement authentifiée avant que les données puissent sortir de l'objet et venir irriguer l'application métier, le lac de données et fournir après des services associés à ce projet IoT. Et Golta, sur ces menaces qui pèsent sur l'objet, est-ce qu'on a une liste? Est-ce qu'on connaît un petit peu quelles sont les menaces les plus prépondérantes en termes de sécurité sur les passwords ou en termes de vulnérabilité sur le transfert ou ce genre de choses? Aujourd'hui, effectivement, il y a des associations ou effectivement des sociétés qui font de la veille et qui quantifient en fait notamment la typologie des menaces, notamment il y en a une qui s'appelle le WASP, qui en 2018 avait refait une synthèse des 10 menaces les plus importantes dans le domaine de l'Internet des objets, et il apparaissait en numéro 1 très clairement que les mots de passe qui étaient codés en dur dans les objets étaient une source très simple aux hackers pour pouvoir à distance accéder à l'objet et par la suite pouvoir éventuellement pénétrer le système IT de l'utilisateur de cet objet. Okay, très bien. C'est peut-être une question aussi pour Pedro en tant qu'expert expert PKI IoT. Est-ce que, alors toi, Pedro, de ton point de vue, de ton expertise, est-ce que tu as une vision un petit peu plus claire sur la chaîne de valeur, en fait, quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'IoT? Donc, je propose de te donner la parole. Oui, merci. Alors, bon, Walter, je pense qu'il a fait une très bonne introduction sur les besoins de la sécurité pour l'IoT et les différents approches qu'on peut prendre. Mais de mon côté, ce que je peux parler un peu, c'est de la proposition de valeur de WiseKey et la technologie que nous on propose pour donner solution à tout ce type de problématiques. Walter, il a parlé de différents types d'attaques. Il faut bien comprendre que les attaques sont toujours dans le monde d'IoT. On peut le trouver dans toute la chaîne de communication, dans toute la chaîne de valeur entre l'objet connecté et l'application qui consomme les données. On va trouver des attaques dans différents environnements de réseaux, dans des connectivités locales Bluetooth. On va trouver des attaques typiques dans la communication TCP/IP. On va trouver des attaques spécifiques sur des services cloud ou des protocoles cloud. On va trouver aussi des attaques sur les applications qui consomment les données. C'est-à-dire qu'on a une pléthore de possibilités, de points d'entrée pour un hacker pour attaquer notre architecture IoT. Et ce que c'est nécessaire, c'est d'essayer de trouver une approche holistique à cette problématique et essayer de trouver peut-être pas une seule solution, mais une solution le plus intégrée possible pour que cette sécurité soit gérable. Parce qu'à la fin, on doit gérer la sécurité avec un coût raisonnable, avec un effort raisonnable. Alors, pour toute cette problématique et pour toute cette possibilité de point d'entrée, WiseKey propose l'utilisation surtout de la technologie de PKI, parce que c'est une technologie qu'avec une seule technologie, on peut assurer l'intégrité des données, on peut assurer que les données n'étaient pas modifiées, on peut assurer la confidentialité des données, c'est-à-dire on peut crypter les communications, et aussi on peut assurer l'authenticité des données, c'est-à-dire on peut être sûr de qui envoie une donnée particulière. Et avec ça, on peut arriver à avoir, il n'y a pas une solution magique comme je disais, mais on peut arriver à avoir une solution très bien intégrée pour gérer les différentes problématiques de confidentialité, intégrité et authenticité des données
que c'est toujours les 3 points plus importants quand on considère une solution de sécurité en général, et dans ce cas-là, en particulier dans le monde IoT. Alors, un autre concept, c'est très important, c'est on doit être capable de classifier la sécurité d'un donné, la confiabilité d'un donné face à la prise de décision. Évidemment, on ne peut pas prendre les mêmes actions face à un donné qu'on reçoit, qu'on n'est pas sûr que ce soit un donné qui vient vraiment du bon dispositif, qui a été pas manipulé, ou que c'est un donné qu'on est à un niveau d'assurance. Alors, pour toutes les applications, on n'a pas besoin du même niveau de sécurité, c'est évident, mais c'est clair que certaines activités vont avoir besoin d'un certain niveau de sécurité. Nous, on fait la différence entre 3 niveaux de sécurité pour les données. En particulier, on parle de données pas confiables. Ce sont des données où on ne connaît pas l'identité de l'émetteur. On ne sait pas si peut-être a été modifié. On ne sait pas qui a pu avoir accès à ces données. On a un deuxième niveau où on a déjà un certain niveau de sécurité parce qu'on connaît l'identité de l'objet. On a un cryptage de la communication, on peut avoir une certaine assurance que les données ont été transmises d'une façon sécurisée. Mais par contre, on n'a pas arrivé au niveau maximal de sécurité où on peut arriver à assurer, par exemple, l'intégrité des données. L'intégrité des données, on peut l'avoir, par exemple, avec des signatures digitales de données. Alors, si on ajoute tout ce mécanisme de sécurité, on peut arriver à avoir ce qu'on appelle le smart data. Et les différents niveaux vont nous permettre de prendre différentes actions face à un donné. Avec un donné que ce n'est pas confiable, évidemment, on ne devrait pas faire rien de critique pour notre business. Avec un donné qui commence à être confiable, on peut déjà le prendre en charge pour les activités de notre société, mais pour appliquer les activités plus critiques, et appliquer des techniques d'intelligence artificielle pour prise automatisée de décisions, etc., on doit vraiment être sûr du niveau de sécurité, avoir ce niveau de sécurité le plus haut possible. Justement, Pedro, par rapport à ça, donc là tu parles de smart data, de untraced data, donc trusted data également. On entend de plus en plus parler de trust, racine de confiance également. C'est des notions qui semblent relativement importantes dans l'identification des objets connectés. Est-ce que tu peux en dire plus sur la place qu'elle joue dans la chaîne de certification ou qu'est-ce que ça signifie exactement? Oui, tout à fait. Alors, on va parler peut-être de quelques notions basiques de sécurité de relation avec la PKI. Et ça c'est bien ce que tu mentionnes parce que la root of trust est un point très, très important quand on parle de la PKI. Non? Mais par contre, il y a deux différents, dans l'industrie d'IoT, il y a normalement 2 différents types de conception de la root of trust dépendant de ce qui en parle. Pour les fournisseurs de hardware, fournisseurs de secure element ou des moyens de protection des clés, normalement, ils parlent on parle parce que nous, au West, on fait aussi ça, on parle de la root of trust hardware comme les moyens pour protéger les clés d'encryption, l'identité de l'objet dans un environnement sécurisé hardware, et par le niveau de sécurité de cette hardware, on peut avoir un certain niveau de confiance. C'est-à-dire que si on stocke une clé dans cette secure element, on parle parfois de la root of trust quand on parle de cette clé, parce que cette clé peut protéger différentes interactions de l'objet. Mais cette approche, c'est une approche très focalisée sur le hardware. Il y a une autre approche pour la root of trust, que c'est ce qu'on appelle le transactional root of trust,
que c'est vraiment une root of trust qui va plus loin que la pure protection hardware des clés, mais c'est vraiment un moyen pour assurer les transactions d'informations entre les objets et les applications ou entre différentes applications. Alors, est-ce que, oui, justement, la question, c'est est-ce que c'est hardware root of trust et cette transactional root of trust ont la même architecture finalement? Est-ce qu'ils vont utiliser les mêmes... sont très relationnés. Si on veut vraiment avoir une root of trust complètement confiable, l'idéal, c'est combiner un moyen sécurisé pour protéger les clés, ce qu'on appelle parfois les hardware root of trust, c'est-à-dire avoir un secure element dans les dispositifs ou quelques moyens de protection hardware qui peut protéger vraiment les clés critiques de l'objet et combiner cette hardware root of trust avec une root of trust transactionnelle. Alors, c'est par la combinaison de deux qu'on va avoir les niveaux de sécurité désirables. Alors, je parlais de hardware root of trust et aussi on a la transactional root of trust. C'est-à-dire, transactional root of trust va nous permettre de protéger les transactions d'informations entre les différents acteurs d'un écosystème IoT. C'est-à-dire que ça va, comme je disais, ça va plus loin de la simple protection des clés dans l'objet et ça va vers l'assurance qu'une transaction d'informations dans cet écosystème est vraiment confiable. Nous, on propose pour la création d'un root of trust transactionnel l'utilisation de technologies PKI. Alors, une petite base sur cette technologie, peut-être pas nécessaire, mais je vais faire une petite introduction à qu'est-ce que c'est PKI. Alors, bon, PKI, il y a basiquement deux concepts à retenir. D'un côté, on a public key dans le mot, c'est-à-dire on va utiliser public key cryptography, on va utiliser une série d'algorithmes et de techniques qui sont autour de l'utilisation des clés privées, clés publiques dans la sécurisation de l'information. Ça va nous permettre d'établir des mécanismes de cryptage, des mécanismes de signature digitale, des mécanismes d'authentification. Mais après, on a aussi le mot infrastructure dans PKI. Vraiment, c'est très important d'être capable de gérer ces clés et gérer ce qu'on appelle les certificats digitaux qui sont associés à ces clés. Alors, basiquement, c'est des concepts très basiques, mais vraiment, en deux mots, quand on parle de public key cryptography, on parle de l'utilisation d'algorithmes basés sur l'utilisation de deux paires de clés, la clé privée et la clé publique. La clé privée, normalement, va être utilisée pour signer information et pour faire des opérations qui doivent être contrôlées par une seule entité. Et par contre, la clé publique, on va la faire, comme son propre nom dit, publique, et on peut l'utiliser pour vérifier les transactions qui sont reçues par un dispositif ou par une personne. Je ne peux pas perdre beaucoup de temps sur ces questions. Si après il y a dans le public des questions spécifiques, on peut aller plus loin. La clé publique, on parle ici dans le point antérieur. Si on fait une signature électronique, cette signature électronique, on va la faire avec la clé privée. Et ceci qui vérifie la signature électronique, ceci qui vérifie une authentification, il va utiliser la clé publique correspondant à ce dispositif pour vérifier que vraiment cette information vient de ce dispositif. Alors, la clé publique est quelque chose qui doit être lié à l'identité de l'objet. Pour faire cette liaison entre la clé publique et l'identité de cette entité, on parle ici de dispositifs connectés, mais ça pourrait être une personne, ça pourrait être un serveur d'application, ça pourrait être n'importe quelle entité qui doit être protégée.
cette liaison entre la clé publique et l'identité de cet objet est vraiment ce qu'on appelle les certificats digitaux, est modélé sur un format standard de X509 que nous permet de faire cette liaison entre l'identité et la clé publique. Et pour l'émission et la gestion de ce type de certificats, on utilise le software PKI, des systèmes de gestion de certificats, et ces certificats vont être toujours signés par une autorité de certification. Optionnellement, on peut avoir différents niveaux d'autorité de certification. On peut avoir une racine, une intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est là qui va faire le certificat digital. Mais à la fin, on a une autorité de certification sur laquelle on va faire confiance pour être sûr que l'identité de l'objet est vraiment liée à cette clé publique qu'on utilise pour valider une transaction. Alors, cette notion de confiance de root of trust, c'est associé directement à la confiance sur l'autorité de certification dans la PKI. Merci. Merci pour ces éclairages, Pedro, sur la PKI, cette notion de root of trust, de trust pour l'identité des objets IoT, des objets connectés. Ce qui serait intéressant, et je pense que c'est l'objet de la suite, ce serait de savoir un petit peu aujourd'hui comment peut-être l'industrie adopte ce type de standard. La PKI, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs technologies. Est-ce que, Gueltas, tu veux bien expliquer un peu, par rapport à ton point de vue, toi, l'utilisation de la PKI en termes de standard pour sécuriser l'identité des objets IoT? Et en fait, plus largement, est-ce que c'est utilisé aujourd'hui par les acteurs IoT? Merci Fabien, très bonne question. Là, effectivement, ce que je présente à l'écran, c'est en tout cas une tendance que l'on aperçoit. L'industrie IoT est toujours très fragmentée. Je pense que nos auditeurs ont compris que certains objets, effectivement, ont une identité qui est faiblement protégée par mot de passe, d'autres par une identité qui est protégée par des clés symétriques. Mais qui malheureusement, ces clés symétriques, une fois que éventuellement elles sont découvertes, c'est tout le parc d'objets qu'ils utilisent qui peut être effectivement attaqué. Et donc, même si, je dirais de manière initiale, on peut avoir une certaine anxiété à mettre en œuvre des solutions basées sur clés privées, clés publiques, la plupart des consortiums industriels dans le monde s'organisent, notamment lorsqu'ils partent d'un protocole effectivement radio, ou qu'ils partent d'un protocole radio et qu'ils y rajoutent une stack, un protocole effectivement qui va permettre aux différents objets de communiquer entre eux, que ce soit sur des thématiques verticales de type Smart Energy, Smart Meter ou Smart Building par exemple, puisque là je cite effectivement BACnet qui est un protocole assez utilisé dans le monde du Smart Building, ou OPC-UA qui est effectivement une association industrielle qui organise effectivement la notion d'interopérabilité d'objets communicants dans tous les sites industriels et les sites de manufacturing. Bon, la plupart de ces consortiums en fait définissent aujourd'hui ou vont à terme en tout cas travailler pour mettre en œuvre effectivement une identité digitale des objets communicants qui est basée sur un certificat numérique qui permettra par la suite aux objets d'être authentifiés vis-à-vis de leur pair, soit vis-à-vis d'un cloud, soit même mutuellement, par la vérification effectivement du certificat numérique. Ce que je vois, moi, de mon point de vue, effectivement, et Gueltas, tu le confirmes là avec certains, notamment avec Wayson, c'est qu'on voit que de plus en plus, la tendance est de pousser vers la PKI et l'utilisation de certificats pour gérer ce type d'identité. Oui, tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que le monde de la PKI, en fait, historiquement, vient clairement du monde de l'IT, qui est un monde ultra standardisé. Pedro le mentionnait, les certificats qu'on appelle X509 s'appuient sur un standard. Bien évidemment, chaque consortium
où chaque, on va dire, pôles de sociétés qui travaillent ensemble peuvent être amenés à définir certaines fonctionnalités, certains éléments qui composent ce certificat digital X509, mais par la suite, son implémentation et sa mise en œuvre, elle reste tout à fait standard, et c'est tout l'intérêt, en tout cas, de l'utilisation de cette technologie à base de PKI. Alors, il y a quand même un challenge qu'on n'a pas encore évoqué ce matin. C'est, au-delà de la techno, des clés qui peuvent être utilisées, c'est quand même la partie provisioning dans la chaîne logistique pour fournir cette identité. Oui. Pedro, est-ce que tu veux aborder, est-ce que tu as des éléments à nous fournir là-dessus sur le provisioning de l'identité, des clés dans le device directement? Oui, bien sûr. Je vais faire une petite exposition des options. Alors, le concept de provisioning, c'est vraiment lié à l'insertion ou la génération et l'insertion de cette identité digitale dans l'objet, d'une façon que l'objet soit capable de l'utiliser pour après s'authentifier vis-à-vis une connexion à un réseau IoT ou pour signer électroniquement une transaction d'information. Alors, le provisioning peut passer de différentes façons. Le setup plus basique, c'est la génération de clés et la génération de certificats. Alors, la génération de clés, ça peut se passer de différentes façons. Ici, dans cette slide, on voit un exemple où les clés sont générées dans le dispositif, idéalement dans un moyen de protection des clés hardware qui soit assez sécurisé. Les clés pourraient être aussi générées dehors le dispositif pendant, par exemple, la fabrication de l'objet dans la chaîne de production. On pourrait générer à quelques étapes de la chaîne de production les clés du dispositif et être insérées dans le dispositif. De toute façon, une fois qu'on a les clés, il faut générer l'identité digitale qui est liée à cette clé publique, générer le certificat digital qui est associé à cette clé publique. Alors, normalement, il va y avoir une étape de requête d'émission de certificat digital. Par exemple, on pourrait conceptualiser cette requête faite par l'objet lui-même. Imaginons une mise en opération d'un objet. La première fois que cet objet est mis en opération et qu'il a une connectivité, il va générer les clés, il va faire une requête de ce certificat. Ce certificat va être généré par la PKI en particulier. Le certificat va être généré par ce qu'on appelle le Certificate Management System. C'est-à-dire, on a une plateforme spécifique pour la gestion des certificats qui va pas seulement s'occuper de la génération de certificats, mais aussi de la gestion de ces certificats pendant tout le cycle de vie de l'objet, parce que peut-être il doit être renouvelé, remplacé, etc. Une fois que cette certificat digital a été généré, on va l'insérer dans l'objet. Encore une autre fois, on a différentes options. Cette procédure pourrait tout se passer pendant la chaîne de production de l'objet. Génération de clés, demande de certificats, insertion de certificats pourrait se passer dans l'objet, dans la chaîne de production. Ça pourrait se passer pendant la mise en opération. Et ça pourrait se passer de différentes façons, mais plus ou moins, on a toujours ce type d'étape qu'il faut considérer. Comment on va générer les clés? De quelle façon on va faire la requête de certificat dans le cycle de vie de l'objet? Et comment on va l'insérer dans l'objet et de quelle manière l'objet va l'utiliser? Évidemment, si on parle de gestion et génération de clés, c'est critique de considérer la protection de ces clés. C'est là que
qu'on trouve la liaison qu'on parlait avant entre la root of trust hardware et la root of trust transactionnelle. On doit protéger les clés tant au niveau du dispositif comme au niveau de la PKI. Dans le dispositif, on doit prévoir quelques moyens de protection des clés, par exemple l'utilisation d'un secure element pour la protection des clés. Dans la PKI, évidemment, c'est critique de protéger aussi les clés privées des autorités de certification et des autres entités qui vont participer pendant la génération de certificats digitales. C'est-à-dire qu'on va utiliser aussi des moyens de protection hardware dans la PKI. Une question qui revient assez souvent d'ailleurs à ce sujet. Donc là, effectivement, pour avoir le hardware root of trust, il y a l'importance d'avoir un secure element pour stocker ces clés privées, qui par définition est privé, donc ne doit pas être vulnérable à des attaques. Mais est-ce qu'on peut déployer la PKI sans secure element? Oui, évidemment. Comme je parlais avant, chaque use case peut avoir de différents requis de sécurité. On peut avoir des use cases où on n'a pas besoin de le maximum de sécurité. Par contre, on peut aussi avoir des use cases où on doit faire un upgrade d'une infrastructure déjà existante avec des objets déjà existants qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas refabriquer parce qu'il existe déjà. Et dans ce cas-là, parfois, on a la seule option, c'est d'utiliser protection des clés software. Alors, la protection des clés software va être évidemment sujet à quelques vulnérabilités, mais c'est tout à fait une solution que c'est viable, parfois parce que le niveau de sécurité c'est suffisant, parfois parce qu'on n'a pas une autre option, parce qu'on essaye de faire un retrofitting d'un dispositif qui existe déjà. Ok, très bien, merci pour ces éclaircissements. Je vois le temps. J'aimerais garder un peu de temps pour les questions-réponses après. Peut-être une dernière remarque ou un dernier commentaire. Plus concrètement, quelles seraient les implications un petit peu de chacun dans cette chaîne logistique entre les différents intervenants, parce que l'identité d'un objet IoT, c'est pas simplement l'affaire du fabricant finalement, de l'OEM, mais il y a aussi du distributeur, peut-être du microchip, il y a l'utilisateur final. Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pourriez apporter des éclaircissements entre les différentes interventions entre le fabricant, l'utilisateur final, etc., pour mettre en place cette identité dans l'objet? Peut-être Gueltas? Oui, merci pour ta question, Fabien. Ouais, je pense qu'effectivement, on a parlé de sécurité, de problématiques d'accès aux données par des personnes mal intentionnées. En fait, il faut aussi avoir à l'esprit que ce dont on parle aujourd'hui, c'est potentiellement un enabler de business, dans le sens où, en fait, dans un projet IoT, vous avez des multiples intervenants, le fabricant de l'objet, l'opérateur, le mainteneur, éventuellement un client final. Chaque stakeholder peut avoir des besoins différents en termes d'accès à distance à l'objet, peut avoir besoin d'accéder à des données de différents types. Et donc, l'idée est clairement dans la phase déploiement du projet IoT, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur des multiples identités. Donc, d'avoir éventuellement plusieurs certificats dans l'objet, chacun ayant un rôle bien particulier pour que l'objet s'authentifie à un service bien donné. On peut très bien avoir effectivement un certificat qui va être plutôt associé au fabricant de l'objet qui veut accéder à des données de maintenance prédictive, alors que l'opérateur du service, dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de l'exemple du secteur médical que je citais, lui veut pouvoir accéder et protéger les données patients ou les données de comptage
dans le cas d'industrie électrique, pour pouvoir après facturer son client. Voilà. Et donc, de ce fait, ces identités peuvent être effectivement liées, ce qui veut dire qu'en tant que fabricant d'objets opérateur, on peut être amené aujourd'hui à s'appuyer sur une identité préexistante, préloadée par un fabricant de MCU, un fabricant de chipset, mais qui lui-même a inséré une identité qu'il a signée par sa racine de confiance. Et moi, enfin voilà, le conseil que je donnerais effectivement aux clients, c'est est-ce que vous souhaitez bâtir votre business sur éventuellement l'identité, la racine qui a été partagée, voilà, et utilisée pour tous les clients de ce fabricant de chipset, ou est-ce que vous voulez éventuellement vous appuyer sur cette première certificat pour mettre en œuvre le vôtre, un certificat opérationnel, dans lequel effectivement vous avez la maîtrise et dans lequel vous maîtrisez, si je reprends le discours de Pedro, la racine de confiance, c'est-à-dire effectivement le logiciel qui génère les clés, qui génère le certificat, et l'entité la racine de confiance qui va signer. Voilà, ce sont des très bonnes questions qui, pour moi, sont à prendre en compte par nos clients et par la chaîne de valeur. Ouais, et finalement, peut-être des optimisations à trouver sur la chaîne de valeur, la chaîne des intervenants, pour gérer et provisionner au mieux cette identité dans l'objet connecté au final. Je vois le temps, on a également, il aurait été intéressant d'élargir sur le cycle de vie de l'identité, puisque là on a parlé de l'identité qui est attribuée à l'objet initialement en manufacturing, mais il y a également, j'imagine, toute la gestion du cycle de vie de cette identité lorsque l'objet va se connecter et éventuellement la mise à jour de l'identité au fil de l'eau. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Pedro Gueltas pour ces éclaircissements. On va passer à la phase questions-réponses. N'hésitez pas, alors je me retourne vers les participants, à poser vos questions directement dans le chat interne. On a pu aborder ce matin toute la partie challenge justement au niveau des risques et des menaces qui pèsent sur les objets IoT. Il y en a plusieurs. On a abordé la partie trust, à la fois sur la partie hardware comme sur la partie transactionnelle, et également toute cette gestion de l'identité par la PKI. Alors, il y a peut-être une première question que je vais vous poser, une question qui revient assez souvent, en fait, c'est notamment au niveau de la PKI. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien souvent, les clients, les entreprises ont pu développer leur propre système de PKI en interne. Quelle est la valeur aujourd'hui par rapport à un service de PKI managé, ou plutôt qu'est-ce qu'un service de PKI managé tel que Wasky peut le proposer apporte en plus par rapport à un système de PKI développé en interne? Est-ce que, Gueltas, tu souhaites répondre à cette question? Je pense que Pedro sera plus à même, il a une expérience sur ce sujet. Alors, Pedro. Wasky, on a deux lignes, deux activités principales. D'un côté, on a l'activité traditionnelle PKI, et d'un autre côté, on a les solutions de relation avec l'IoT, la fabrication de secure element. Dans le cadre de l'IoT, pardon, de la PKI, nous, on propose des services de ce qu'on appelle Managed PKI. La construction d'une PKI, c'est une tâche qui est très demanding pour un client. Il faut bien comprendre qu'une infrastructure de clés publiques pour une utilisation en production réelle, et en particulier pour une utilisation dans l'IoT, c'est une infrastructure qui doit être capable de gérer des milliers, des dizaines de milliers jusqu'à des millions d'identités digitales des objets connectés. Il doit être une infrastructure disponible 24/7. Il doit être pourtant une infrastructure qui nous va demander un investissement en infrastructure hardware, software, et surtout aussi le personnel pour la gérer, que
c'est vraiment très complexe. WiseKey, on est spécialisé sur cette matière. On a déjà les centres de données redondantes, on a toutes les infrastructures. Et ce que nous, on propose à nos clients, c'est bénéficier de la PKI sans la complexité de devoir construire une et l'héberger in-house. D'un autre côté, il y a un autre facteur différentiel de service Managed PKI de WiseKey vers des autres options. Aujourd'hui, un client qui veut, par exemple, utiliser Amazon IoT pour la communication de leurs objets, doit utiliser des certificats digitaux pour faire les authentications des objets, et il peut trouver que Amazon propose des services de gestion de certificats. La différence entre le service de gestion de certificats WiseKey et ce type de service de gestion de certificats proposé par des fournisseurs IoT tels que Amazon ou Azure, c'est que nous, d'un côté, on est agnostique, c'est-à-dire que nous, on peut fournir un service PKI que ce n'est pas directement avec une infrastructure IoT en particulier. D'un autre côté, nous, on permet les clients de garder le contrôle sur sa PKI, sa chaîne de confiance. On permet aux clients d'avoir des racines dédiées, des infrastructures quand même séparées du reste des clients de WiseKey, d'une manière que si à quelques moments d'ici quelques années, il prend une autre décision, par exemple pour prendre le contrôle de sa PKI, c'est faisable. Par contre, si le client utilise un service tel que Amazon ou Azure pour la gestion des certificats, il va être avec un service qui ne supporte qu'un moyen que c'est très, très intimement lié à ce service en particulier, et que par contre, il ne va pas lui permettre un chemin pour échapper de cette fournisseur. Alors, c'est ça, c'est réduction de coûts et contrôle sur la sécurité. C'est ça que nous, on propose comme valeur principale de la Managed PKI que nous, on propose. Ok, très bien, parfait. Il y a une autre question également qui vient assez souvent. On voit certains chipmakers vont proposer leur chip directement avec une identité pré-provisionnée à l'intérieur, du moins avec un certificat qui est présent à l'origine dans le chip. Comment est-ce que ça s'inscrit un petit peu dans la chaîne logistique de l'identité du futur device, et quelle serait éventuellement la différence avec les certificats qui pourraient être générés ensuite par ailleurs pour le device tout au long du cycle de vie de l'objet? Pedro, peut-être? Oui, bon, ici, on a encore différentes possibilités, différentes options. Walters, il a déjà introduit la question. Et nous, quand même, à WiseKey, on propose aussi ce service de Secure Element pré-provisionné. Ce que c'est important, et je pense que c'est un facteur différentiel, c'est de ne pas seulement proposer les certificats pré-insérés sur le Secure Element, mais aussi de proposer une plateforme pour l'ultérieure gestion de ces certificats. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la génération initiale et l'insertion de certificats dans le Secure Element, mais aussi l'avantage de pouvoir avoir une plateforme pour gérer ces certificats et, par exemple, le renouveler, révoquer, etc. etc. En plus, on doit penser qu'on a différentes options Voltas, il avait parlé de l'option d'avoir plus d'un certificat, par exemple, plus d'une identité dans l'objet. Ce qui est l'élément pré-provisionné, il pourrait être utilisé, par exemple, pour ce qu'on appelle un birth certificate, un certificat de naissance qui va être utilisé par l'objet pour faire une première connexion
au système de device provisioning. Par exemple, je vais poser un cas d'utilisation particulier. Le dispositif, il est pré-provisionné avec un premier certificat, ce qu'on appelle un certificat de naissance. La première fois qu'on active ce dispositif, il peut utiliser ce dispositif qui s'est inséré pour le fabricant pour faire une requête d'un deuxième certificat qui pourrait être utilisé pour l'opération normale de l'objet. Alors, cette situation doit être aussi réfléchie comme quelle est l'option, quel est le cycle de vie qu'on veut vraiment utiliser. Et j'imagine avec une notion de propriétaire qui possède l'objet à quel moment dans la chaîne de manufacturing, au moment où il y a le chip qui est embarqué dans le device, et ensuite le device qui est lui-même utilisé par un utilisateur final. OK. Et juste peut-être une dernière question pour essayer d'élargir un petit peu la discussion et le débat. Alors, c'est plus à moyen-long terme. On parle de plus en plus de post-quantum. Comment est-ce que la PKI serait toujours pertinente en fait avec demain les capacités de déchiffrement d'un algo quantum justement. Est-ce que vous voyez des évolutions par rapport à ça ou des changements ou des impacts après ce post-quantum ou cette révolution-là? Pedro? Dans le post-quantum, il y a deux... C'est très important. Il y a deux activités qu'on peut prendre maintenant, ou deux actions qu'on peut prendre maintenant. D'un côté, sans changer la technologie actuelle, ce qu'on doit assurer, c'est qu'on va être capable de de gérer les clés d'une façon efficiente. Par exemple, avec l'incertitude de post-quantum, ce qu'on parle, c'est que le cycle de vie de clés doit être raccourci. Les clés vont être utilisables pendant moins de temps parce qu'on sait que le plus de temps qu'une clé est utilisée, le plus vulnérable va être à être compromise. Alors, on doit être capable de gérer les clés et être capable de renouveler les clés toujours qu'on a besoin et d'une façon assez agile, ce qu'on appelle le crypto-agility. Alors, la gestion efficiente des certificats nous facilite ce type de gestion des clés aussi et va ajouter une certaine tranquillité face à les attaques qu'on va avoir d'ici quelques années en utilisant quantum technology parce que les clés vont être capables d'être renouvelées plus agilement. D'un autre côté, WISeKey, on travaille dans la combinaison de technologies post-quantum encryption dans la PKI elle-même. Par exemple, il y a des initiatives pour avoir des protocoles de communication type TLS. Avec TLS 1.3, on commence à supporter des algorithmes post-quantum. On va être capable d'avoir des moyens de communication déjà avec les nouveaux algorithmes qui sont post-quantum résistants et on va être capable, par exemple, de générer des certificats digitaux qui vont contenir des clés traditionnelles et des clés post-quantum. Alors, ce sont des choses qui vont venir. Les attaques de post-quantum sont des attaques qui vont être relevantes d'ici quelques années, pas maintenant. Mais au moins maintenant, si on construit une nouvelle architecture, ce qu'on doit toujours assurer, c'est ce concept que je parlais de crypto-agility. On doit être capable de gérer les clés d'une façon efficiente et les renouveler toujours que nécessaire. Ok, bah écoutez, parfait. Il est pile poil 1 heure. Donc, je vous remercie beaucoup en tous les cas pour ces éclaircissements et ces précisions. Je rappelle également que vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire ConnectWave. Vous avez l'information directement dans le chat.
Et encore une fois, merci beaucoup, Pedro Gueltas, pour vos explications et ces éclaircissements sur l'identité des objets connectés. Merci à tous. Très bonne journée. Merci Fabien. Merci à tous. Oui.